Salut à tous, c'est un plaisir réel et affirmé de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouvelle émission de l'année 2017. Et voici le programme pour aujourd'hui. On commencera avec La démocratie de Nicolas Lambert, un spectacle en 3 dimensions, en 3 volets donc. Nous découvrons tout à l'heure. Puis nous continuerons avec une chanson, avec Brassens, qui sera un peu revu par un film sur le voix. Et on terminera avec Patrick Adler, la référence en imitation depuis des années. Il s'est installé il n'y a pas très longtemps du côté de Cannes-la-Fontaine et il nous donnera une vision très personnelle de la suite de sa carrière. Mais tout de suite, on commence avec un panorama sur ce pavillon en ce moment sur le festival, qui s'appelle le Zabine. C'est qui Bah c'est Bouli. Oh, mais il est gros. Mais non, il est pas gros. Il est énorme. Je dois aller passer le week-end chez mes beaux-parents, et ça m'emmerde. Mais ça m'emmerde. Et je suis là depuis le début de l'après-midi, et je me dis, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'y aller? Et là, vous rentrez dans mon bureau. Jean-Pascal, Patrick, vous êtes mon meilleur alibi. Séquestrez-moi. Un gouvernement provisoire vient d'être instauré. La France sera désormais libre. La France sera désormais libre de choisir le gouvernement qui lui plaira. J'ai un chien gentil mais sale, qui a des poils mouillés partout, et c'est pas tout. La main attrape ta jupe et essaye de la remonter. Tu voudrais crier, mais il n'y a aucun son qui sort de ta bouche. Puis-je savoir comment vous avez eu connaissance de notre cure? C'est le docteur Radouceau qui m'a recommandé votre établissement. Oh, ce cher docteur Radouceau. Vous le connaissez? Ah, je pense bien. Un excellent médecin. C'était le médecin de ma femme. Elle est morte. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On se réveille amoureux, Voilà. mais les draps sentent le vomi. Je hais la guerre. Comment peut-on tenir des propos pareils? En aimant la paix, parbleu. Mais on ne parle pas de paix en temps de guerre. Vous êtes pacifiste, c'est ça, hein? On a passé la nuit à jouer les acrobates, à faire le tour du lit, à en casser les lattes, dans les draps, ton odeur. Me retenir c'était trop, me retenir depuis 8 heures, toi ma fidèle gastro. Avec La démocratie, un triptyque avec Elf Patrick sur le pétrole, Avenir Radio édition française sur le nucléaire et Maniement des larmes sur les gendarmes, Nicolas Lambert nous offre une trilogie très bien senti avec un vrai travail journalistique. Tu es l'auteur en fait d'une trilogie qui s'appelle donc La démocratie, alors intitulée La démocratie, apprivatif. C'est ça. Et donc pourquoi en fait ce projet? Donc ça compte en fait Elf, la pompe Afrique, Avenir Radio, une fiction française, et le dernier donc qui est sorti cette année, Le maniement des larmes. Donc j'imagine que tu n'avais pas forcément ce projet au tout début. Ben en fait si. Si l'idée c'était de faire ça, mais sur un seul spectacle au départ. J'avais envie de prendre ces 3 sujets-là comme base d'un spectacle qui aurait pour cadre des lieux institutionnels. Et quand j'ai commencé le boulot, je me suis rendu compte qu'il allait me falloir un peu de temps. Et je me suis dit, bon bah tant pis, je vais faire... on va déjà commencer par le premier. Et rien que le premier, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu aussi. Combien de temps à peu près? Oh, ça fait... les reportages en tant que tels, ça a été quelques mois déjà. Rien que j'ai assisté à l'époque au procès Juppé, au procès Elf, au procès... l'idée, c'était de voir un petit peu comment la 5e République à travers
à travers ces 3 domaines-là, qui étaient des problématiques qui revenaient régulièrement, qui reviennent régulièrement d'ailleurs toujours à la une de la presse. Et en même temps, c'est des sujets sur lesquels moi, il me manquait des billes. En tant que techno moyen, je ne comprenais pas de quoi il retournait précisément. Et après, mon souci en tant que co-responsable d'une compagnie de théâtre, notre souci c'était de dire quels sont les sujets qu'on peut essayer d'amener sur une scène pour en faire quelque chose. À l'époque, ça faisait 10-15 ans qu'on existait en tant que compagnie de théâtre. On venait de faire un gros travail avec Sylvie Gravagna sur la mémoire de l'immigration en banlieue. Et le but de nos réflexions nous amenait à dire faut prendre des sujets qui sont des sujets quotidiens, mais en même temps l'idée, c'est quand tu fais un machin à prétention artistique, en tout cas, où tu convies les gens à venir regarder quelque chose pendant quelques temps. Et nous, c'est quand même, on a de la chance. Le théâtre, c'est quand même un bel outil pour ça. On a un cadre pendant 2 heures, ou 1 ou 3, enfin peu importe. Tu t'installes quelqu'un devant toi, tu lui coupes son téléphone, ok, on va traiter d'un sujet. Voilà. Du coup, l'idée, c'est comment on en profite pour mettre des sujets qui, quand on sort de la salle de spectacle, on est un peu mieux s'équiper ou mieux armé pour ce spectacle-là. Mais c'est ça le but du théâtre, je crois, ou de tout machin prétention artistique, quoi. C'est tu passes un temps avec quelqu'un et puis après ça change un petit poil ton regard sur le monde. Voilà. Et là, l'idée de ces 3-là, c'était de prendre des sujets vraiment râler pas crête, quoi. Pétrole, nucléaire, armement, des trucs dont on est abreuvé au quotidien, quoi. Et sur lesquels, alors moi je manquais de billes vraiment parce que je suis né à la fin des années 60 et juste après la décolonisation, enfin ce qu'on a appelé la décolonisation. Et du coup, je n'ai jamais appris ce que c'était que la colonisation, scolairement, je veux dire. Ça a dû faire l'objet de peut-être 3 lignes en terminale, point barre. J'étais après c'est très compliqué de comprendre un monde sur lequel il y a un tel déni et une telle absence de parole. Et du coup, après, je commence à découvrir, parce que je vois bien pourquoi j'entends parler le racisme, il existe. Et puis le racisme, en fait, c'est pas du racisme, c'est les Algériens, gna gna gna. Bon. Les un tel, gna gna gna. Bon. Puis il y a des tas de pays où on s'en fout, des tas de nationalités dont on s'en fout. Bon, alors donc c'est pas la race qui est un problème, c'est la nation. Alors, mais pourquoi et il m'a fallu un temps fou, ado, pour comprendre que. Et puis je connaissais vaguement quelqu'un, un oncle dans la famille qui avait fait la guerre d'Algérie, personne n'en parlait. Enfin, et puis après, arrivé adulte, je commence à avoir des potes et des copines chez qui je vais, et puis dont les parents ont fait la guerre d'Algérie. Ah bon, mais c'était quoi on n'en parle pas. Ah bon, d'accord. Bon, ok, bon, c'est des. Mais et au fur et à mesure, ce qui est pas grave, il y a plein de trous noirs dans le développement d'un enfant, d'un ado, tout ça. Mais à un moment donné, quand ça prend une place comme ça, c'est un peu bizarre. Et puis après, je découvre ce qui s'est passé quand j'étais petit, ici, à Paris. Oui. Qu'à un moment donné, on avait un préfet de police qui réprimait les manifestations. On n'apprend rien là-dessus aujourd'hui, mais en balançant les manifestants dans la Seine par centaines.
où j'apprends qu'il y a les gens étaient obligés de fuir comme des animaux, se réfugier dans les égouts, dans les catacombes, dans les machins, pour éviter la mort, qu'on a dû... que les gens étaient raflés dans les années 60, après, qu'il a fallu les stocker par quarantier au palais, juste au palais de la Porte de Versailles, juste pendant un concert de Ray Charles qui était à côté comment s'appelle au Palais des Sports. Au Palais des Sports, et qu'on les a... Merde, je n'y crois pas, en plus. Il y a un truc qui se refuse de croire. Et puis, voilà, à un moment donné, et puis après, il faut se renseigner, et se renseigner, c'est compliqué. Moi, à l'époque, c'est la documentation au lycée qui était un peu maigrichonne, et puis il n'y avait pas vraiment de bouquin à la maison. C'est d'abord du bouche à oreille, et puis après, je commence à me renseigner, et puis à étudier ces sujets-là. Et puis rapidement, je me dis, tiens, ce serait bien d'en faire un spectacle, de faire je faisais du théâtre. J'ai commencé à la fin du collège, au lycée. Puis mon truc à moi, c'était la radio. Et arrivé à étudiant, je commence à faire un peu les deux. Mais cette idée, l'idée de faire un spectacle sur les colonies, les colonisations, la décolonisation, ça m'a taraudé assez rapidement. Et puis après, on a fait plein de choses avec la compagnie. Et puis à un moment donné, après ce travail sur la mémoire de l'immigration, je me suis dit, faut essayer de comprendre, faut essayer d'aller à la racine de certaines choses. Pour voir si on peut, s'il y a un problème, si c'est les racines, essayons de les éradiquer, ou en tout cas... Parmi les bonnes surprises de ce festival, un duo composé de Marjane Chelmirani et de René Bouillon qui nous interprètent en duo le répertoire musical de Brassens, voté entièrement pour être chanté par une femme. Pour prendre bien un petit peu de Brassens. Montre mon bras si tu veux, si tu peux. Oui. Montre mon bras si tu veux, si tu peux. Mais dis-toi que si tu tombes, je n'aurai pas la larme à l'œil. Dis-toi que si tu succombes, je ne porterai pas le deuil. C'est une espèce d'hommage finalement à Brassens, ou c'est une recréation finalement de ces chansons. C'est quoi exactement? C'est à la fois une envie de refaire découvrir les chansons de cet artiste qui est plus et qui, enfin pour nous, en fait, on est un peu des amoureux de Brassens, je crois. Et on avait vraiment envie de faire passer quelque chose, de rendre cet amour-là au public. Et on a travaillé vraiment dans ce sens. Et donc vous êtes connu en fait à la compagnie Mise en Scène, si j'ai bien compris. Ah non, par la famille, par mon oncle. Il connaissait mon oncle. Ouais. Et mais bon, on se connaissait pas trop. Et puis c'est vrai qu'on a on a travaillé pour la première fois ensemble avec Mise en Scène, la compagnie de théâtre avignonnaise. Et ça nous a donné envie de travailler ensemble. Et c'est un peu de cette envie-là qu'est né le projet de Brassens. On avait envie de bosser ensemble, on avait envie de se rencontrer artistiquement. Je connaissais ce que faisait René me connaissait. Et comment croiser ces deux choses. Et on s'est parlé un peu des choses qui nous plaisaient dans la vie, des choses qu'on avait écoutées. Et ce qu'on avait écouté en commun enfant, c'était Brassens. Et on avait cet amour partagé de Brassens. Pour l'anecdote, quand même, il y a 3 ans, elle me téléphone en plein hiver. Moi, je sortais de problèmes de boulot. Je m'étais fait virer, tout ça, avec des gens, notamment avec des gens du village. Et j'étais en train de travailler la chanson La mauvaise réputation, qu'on ne fait pas dans le spectacle d'ailleurs. Et j'étais en train de travailler ça. Et puis elle me téléphone, je voudrais montrer un répertoire Brassens. Je dis, ça tombe bien, je suis en plein dedans. Et c'est parti comme ça en fait. C'est parti comme ça, piano-voix, chanté par une nana. On avait quelques craintes parce que les puristes, Brassens chanté par une nana pour les puristes, c'est un peu, on ne sait pas si on va venir. Et puis comment rendre du Brassens sans essayer d'imiter Brassens.
sans essayer de faire comme lui. Il l'a tellement bien fait que c'est même pas la peine de... Enfin, je veux dire, c'est irrefaisable. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut s'approprier ce répertoire-là, enfin une partie de ce répertoire-là, c'est tellement immense, sans faire quelque chose qui nous ressemble quand même un peu, parce qu'on est des artistes et qu'on sert un peu à ça aussi, hein, enfin, et que ça nous... On a envie de ça aussi, d'y mettre un peu d'une autre. Mais sans froisser et sans abîmer Brassens et sans froisser les puristes. Voilà, ça faisait beaucoup de choses, mais ma foi, en travaillant et en se rencontrant artistiquement, je crois qu'on a réussi à trouver un petit sentier comme ça qui balade les chansons de Brassens entre lui, Brassens, René, le pianiste, et Marjane, la chanteuse. Une chanson comme La Fessée, la musique derrière, elle n'a pas besoin d'être envahissante. En fait. Donc le piano, il fait juste la pompe comme faisait Brassens à la guitare. Mais par contre, il y a d'autres chansons comme Le Vin, où par exemple, j'ai fait du blues derrière. J'ai essayé d'apporter une autre couleur. Bantlan, elle a fait des voix dans Philistin. Je mène des chorales aussi, j'aime bien les voix harmonisées, j'aime bien les voix qui se superposent et qui s'enrichissent les unes les autres. Donc voilà, pour moi c'était important qu'il y ait de ça dans ce répertoire-là. Donc René fait des voix, j'en fais pour lui, enfin, il y a cette espèce d'échange autour de la voix. Et puis il y a aussi le fait qu'on est deux sur scène et qu'il faut nourrir ça. Avec le spectacle Brassens, c'est cette proximité, cette intimité que j'essaye de recréer. D'ailleurs, Brassens disait, je le dis et je l'annonce au début du spectacle, que pour pénétrer dans ses chansons, il fallait un peu d'intimité, et je trouve ça très vrai, quoi. Je trouve ça très vrai, parce que c'est vraiment des choses qui se racontent. Ça parle d'amour, ça parle de mort, ça parle des choses très concrètes de la vie, mais de manière très poétique, évidemment, à la manière Brassens. Ça crée forcément une intimité avec le public. Par contre, Brassens, il a dit aussi celui qui dit que mes chansons sont faciles est un connard. Non, alors non, c'est pire que ça. Les gens qui pensent que ma musique est facile sont des connards. Je trouve ça fabuleux. Parce qu'effectivement, la musique de Brassens est loin d'être simple, quoi. Loin d'être simple. Et c'est vrai que les gens, Brassens, pom 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 pom. Voilà. C'est un peu le premier truc qu'on peut entendre des gens qui sont bof Brassens. Les bof Brassens, ceux qui aiment moyen. C'est un peu ça qui ressort. La chanson au départ que tu ne voulais pas chanter, qui s'appelle Le Sabot d'Hélène, pourquoi tu ne voulais pas la chanter? Parce qu'il me semble que ça fait partie de ces chansons de Brassens que tout le monde a entendu, réentendu, qui peuvent paraître un peu le petit cheval dans le mauvais temps, tu vois, des trucs un peu... Je ne saurais pas exactement te dire. Ça me paraît presque des chansons pour enfants, tu vois. Voilà, des chansons qu'on a depuis vraiment... Je crois que ça fait partie des chansons qu'on peut apprendre au primaire, par exemple. Et je sais pas, et ça m'emmerdait d'attaquer Brassens par ce côté-là, des chansons vraiment... Et c'est René qui m'a dit, attends, regarde. Comme il s'est installé derrière son piano, où il a porté son arrangement... Donc j'ai essayé de chanter par-dessus, et puis tout à coup ça prenait une autre dimension, puis ça me refaisait entendre le texte que je connais, que je connaissais trop bien, quoi. Mais du coup, voilà, je sais pas, il y a des petits moments magiques comme ça où tu redécouvres des choses, tu sais pas trop expliquer pourquoi. Ça vient peut-être de l'arrangement de René, ça vient peut-être de, je sais pas, du petit instant là où tu réécoutes le texte en disant mais attends, mais c'est une chanson d'amour complètement dingue, quoi. C'est une chanson. Non. Non, c'est tout pour dire, en fait, pour moi cette chanson-là c'est du Mozart, en fait. Moi je la joue comme si je jouais un morceau de Mozart. C'est un morceau on peut le faire de manière très classique, en fait. Il y a d'autres chansons, j'en fais du blues, mais celle-là, pour moi, c'est du Mozart. Alors, quelle inspiration, justement? Pourquoi du Mozart et pourquoi du blues sur d'autres chansons, par exemple? Je crois que c'est la mélodie, en fait. La mélodie de la chanson. À un moment donné Des fois, c'est René qui me dit tiens, écoute, là, on essaye un truc, et puis pof, ça me fait partir sur un truc. Ou inversement, tu vois, hop, moi, cette chanson, je vais la chanter comme ça. Puis lui, il me suit direct. C'est un plaisir de travailler avec René parce que... Improvisateur de piano, je crois. On fait n'importe quoi, il est là derrière et il est là pour sécuriser. Il est vraiment... C'est très très agréable de travailler avec René. C'est un grand plaisir. Grand pianiste. On a essayé une version funky de Brave Mango, mais ça le fait pas trop, en fait. On essaye plein de choses. On s'amuse. On essaye d'abord de s'amuser des chansons. Et puis tout à coup, on va dire, ah ouais, là...
Là, il y a un truc intéressant qui commence à arriver. Et paf, on va creuser comme ça. On avait aussi essayé à la maison, parce qu'à la maison j'ai un arrangeur avec une boîte à rythme et tout des trucs comme ça. On a essayé quand même de mettre des rythmes sur certaines chansons. Mais la boîte à rythme c'est trop rigide en fait. Non, mais ça nous ressemblait moins. Voilà, ça apporte un côté qui n'était pas nous, quoi. Mais je crois qu'il y aura toujours cette belle envie, cette belle complicité. Ça, on peut la faire mûrir aussi, hein. On peut la faire encore. Mais bon, elle est déjà là. Puis le rosé est très bon. Quand Patrick Adler envoie, il envoie du lourd. Et quand il finit une carrière aussi remplie de casseurs, il a de quoi être très lucide sur son parcours de vie, sur son futur. Et tout de suite, Adler envoie du lourd. Patrick Adler envoie. Et en fait, le jeu de mots s'est fait à partir d'un précédent graphiste qui avait mis entre parenthèses du lourd, envoie du lourd. Mais bon, effectivement, parce que c'est un truc sur la voix, comment on se fait la voix, comment ça démarre une voix, comment la voix change à travers le temps, à travers les âges, et puis à travers les régions. C'est un petit peu comme la théorie de Montesquieu du caractère selon les climats. Et c'est assez marrant, c'est histoire de décliner la voix sur 80 voix en moins de 80 minutes, puisqu'on a un petit peu serré au niveau du temps ici, c'est 1h10, 1h15 maximum. Donc on a formaté le spectacle sur un tour du monde en 80 voix en moins d'1h10. Et alors donc, pour faire ce spectacle, tu as réussi à compiler tout un tas de chansons en fait. Voilà, parce qu'en fait c'est un spectacle qui est, je dirais, sans être prétentieux, que ça procède de deux styles. C'est à la fois la performance vocale d'un Grégorio et la vacherie, le côté vachard, le côté incisif, le côté corrosif d'un Gérard, avec en plus, je dirais, l'interactivité qui est un petit peu ma marque de fabrique, parce que j'ai besoin de m'appuyer sur le public, de bâcher le public. Quelqu'un se gratte le nez, je fais un truc sur le nez, quelqu'un tousse, je fais un truc sur la toux. Tout m'amuse, quoi. Mais dès lors que on part dans un système d'échange, quoi, de partage. Et alors donc tu es toi-même ténor léger. Alors voilà, je suis un ténor léger parce que j'ai fait 10 ans de lyrique, et à partir de là, j'ai développé, c'était histoire d'avoir une voix structurée, une voix affirmée, qui me permettait de faire à l'époque des spectacles d'1h30, 1h40, 1h45, et donc j'ai pris, c'est un peu comme un danseur qui fait sa barre, quoi, tous les jours, et donc je me suis servi de cette base-là pour après, évidemment, m'amuser, c'est-à-dire pour consolider la voix, parce que c'est quand même une gymnastique vocale que de passer de voix graves, en tout cas de voix cassées à des voix aiguës, voire suraiguës, et pour ce faire, c'est comme un sportif de haut niveau, il faut quand même de la technique. Après, bon, effectivement, on a peu ou prou des facilités, les uns et les autres, nous autres imitateurs, effectivement, on a ce qu'on appelle l'oreille, paraît-il, l'oreille absolue, qui nous permet de reproduire des sons, mais il faut quand même une base technique solide. Comment tu arrives à choper justement une voix? On en parlait. Alors, un, c'est fonction de l'actualité. Deux, évidemment, c'est fonction de ma tessiture. Oui. Je veux dire, par exemple, des mecs comme Claudio Capéo sont dans l'actualité aujourd'hui, donc ils vont faire partie du nouveau répertoire. Un mec comme Julien Doré, il y a quelques années, n'existait pas dans mon répertoire. Je veux dire que, donc, voilà, un, c'est fonction de l'actualité. Deux, c'est fonction de ma tessiture. C'est vrai que je suis plus à l'aise dans les voix aiguës, médium, et les voix cassées, voilées, qui évidemment c'est beaucoup plus dans ma tessiture, et puis si j'ai un intérêt, pour ces personnes, il y a des gens qui ne m'intéressent pas du tout, et sur lesquels je zappe, quoi. Je vais pas faire, je fais le clown un peu quand je fais Mr. Gims, mais c'est sûrement pas ma meilleure imitation, quoi. Le texte m'a amusé, de le faire, la parodie m'a amusé en la faisant, mais pour le reste, j'ai pas envie d'être le vieux qui fait du Jones. C'est pour ça que quand on me dit « mais vous faites pas ça », j'ai dit « écoutez, le problème c'est que mon public, celui qui me suit depuis presque 30 ans, depuis 27 ans, il a presque mon âge, ou peut-être des fois un petit peu plus jeune. J'ai dit « mais j'ai pas m'amusé à faire des trucs pour les Jones ». Je parais très ridicule, je vais avoir 60 ans l'an prochain, je sais quelles sont mes limites à ce niveau-là. Quand j'ai vu Michel Leb un jour faire un rappeur, je me suis dit à 70 balais, c'est peut-être la vanne de trop, le sketch de trop, alors que le mec est tellement génial à côté et tout. Et je m'en étais en qui auprès de lui, et j'avais dit, tu sais, il y a des choses moi que je sais pas, on me dit des fois, pourquoi
pourquoi ce serait bien que vous fassiez... Mais je pense qu'on est dans une autre culture. C'est comme faire Norman, c'est comme faire Cyprien, tout ça, je veux dire ça. Ça ne me parle pas. Je le dis très honnêtement, ça ne me parle pas. Le Mercier me parle, Palman me parle. Le comte de Boudère-Bala, qui est un jeune, et c'est un jeune quand même de 40-45 ans. Je veux dire que ça me parle. Je veux dire que franchement, je vois les gamins du... alors il y en a un qui m'a plu, c'est Sami Ouladito, que j'ai trouvé intéressant, mignon et percutant. Mais je veux dire, mais je regarde en tant que spectateur, mais c'est pas, je me range pas dans ce truc-là. Et quand je suis sur des festivals, heureusement que je suis président du jury ou dans le jury, parce que sinon, si j'étais au milieu de ces gens-là, je leur dirais, mais on n'est pas dans la même... C'est comme si moi je faisais du marathon et d'autres étaient sprinters. On n'est pas du tout dans la même catégorie. J'aurais l'impression de leur imposer un vieux cheval dans cette écurie-là, quoi. Mais je fais pas du vieillisme comme d'autres font du jeunisme. Simplement, j'estime être à ma place, quoi. De même que je dis toujours qu'il arrivera un moment, d'ailleurs très prochainement, je pense, où je serai dans la partie... de ne pas vouloir faire le gala de trop, et où à ce moment-là, je prendrais plutôt le chemin de spectacles à plusieurs ou de pièces de théâtre, ce qui me ferait de plus en plus plaisir, parce que j'ai très envie d'être dans le collectif. Il se trouve que ça marche bien, puisque je fais un spectacle et que j'ai cette originalité. On dit encore Patrick Adler, c'est le mec qui fait des voix de femmes, c'est surprenant, puis il est vachard, il est coquin, etc. Ça marche encore, mais je ne vais pas faire ça jusqu'à... Je fatigue. même si j'ai encore la frite, mais voilà. Et justement, donc tu t'es installé il n'y a pas très longtemps en fait, ici, en fait, ouais. Du côté de Pernod-les-Fontaines. Je me suis aperçu qu'à un moment, je faisais beaucoup plus de galas en province qu'à Paris, et du coup je me suis dit pourquoi pas y aller et tout, parce que beaucoup de mes copains, mes coreligionnaires s'étaient installés dans le sud, ou ailleurs d'ailleurs, et je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure, et je ne suis pas mécontent. Alors il y a eu un temps d'adaptation, effectivement, qui n'est pas facile, parce que quand on passe de Paris, on a vécu toute sa vie à Paris, même si j'ai fait une escapade où j'étais entre Paris et Saint-Malo il y a quelques années. C'était d'ailleurs pas facile non plus, parce que je n'ai pas le même état d'esprit, bien qu'étant un natif de là-bas. Je suis breton, là je ne suis pas du tout un natif du Sud, je ne suis pas du tout le caractère des gens du Sud. J'ai appris plein de choses, et puis j'ai quand même beaucoup d'amis du côté d'Avignon, et donc c'est ce qui m'a un petit peu rassuré, rasséréné, et c'est la raison pour laquelle je suis assez ici, et j'y suis assez bien. Et puis je fais quand même des allers-retours à Paris, et puis être au soleil, ça calme un peu, et ça fait beaucoup de bien à la tête et au corps. Franchement, c'est très très agréable, parce que quand je regarde, j'avais encore ma mère ce matin au téléphone qui me disait qu'il tombait des trompes de flotte à Paris. J'ai dit, bah, écoute, nous, on est en short, en bras de chemise, et c'est vrai que c'est très agréable. Et alors donc, Patrick Adler dans... Moi, j'ai très très envie d'être au bord de la mer, d'être au soleil, d'être donc sûrement une partie du temps en Tunisie, et puis écrire des bouquins, et puis faire des festivals, être consultant. J'avais même dit que si on avait besoin de mes services, je serais bien dans la production déléguée, parce que comme je finirais par avoir 30 ans de métier, donc je connais quand même pas mal de... Entre le carnet d'adresses et puis la maîtrise du travail que j'ai pu avoir au bout de ces 30 années, m'occuper des autres, ça me déplairait pas. Jouer avec d'autres, oui, ça me plairait beaucoup. Faire la radio, ça vraiment, impérativement, autant je me fous de ne plus passer à la télévision, mais faire de la radio, c'est vraiment un médium que j'apprécie beaucoup, parce que c'est un médium libre, et en plus de ça, comme je suis quelqu'un qui a une espèce de facilité d'élocution, donc, et qui peut rebondir assez facilement, et qui m'intéresse énormément à l'actualité, donc je me dis que la radio, pour moi, enfin, je vois ça comme mon avenir, ça plus l'écriture, et effectivement l'organisation de festivals mais partout on me demandera de faire du film, de faire des pièces de théâtre avec d'autres, c'est ça qui m'intéresse. Et je rappelle que Patrick Adler sera à l'antenne de France Bleu Vaucluse tout l'été, dans 2 émissions, Les Tchatcheurs et Kinaki. On se retrouve demain, passez une très très bonne fin de journée, et surtout, on compte sur vous.